Gladys Anderson avait 33 ans et vivait dans un appartement tranquille dans le nord de Minneapolis. Elle travaillait comme cadre supérieur dans une entreprise de logistique. C'était le genre de travail qui exigeait de longues heures, une carapace solide et un niveau de concentration que la plupart des gens ne comprenaient pas, à moins de l'avoir vécu. Elle avait construit sa vie à partir de rien. Pas de fonds en fiducie, pas de filet de sécurité émotionnelle, juste de la persistance, de la douleur et une faim profonde de prouver qu'elle était plus que ce qu'ils avaient dit qu'elle deviendrait. Cet après-midi-là, elle n'attendait personne. Elle venait de rentrer d'une réunion, portant encore ses talons et son blazer. Quand elle entendit frapper à la porte, ce n'était ni pressé ni hésitant. C'était ferme, familier d'une manière qui ne lui plaisait pas. Quand elle regarda par le Judas, elle se figea. C'était sa mère, Kate. Et derrière elle, les bras croisés, se tenait son mari, Jonathan. Gladys ne les avait pas vus depuis plus de 15 ans. Elle ouvrit la porte, mais ne s'écarta pas. « Gladys » dit sa mère, sa voix légère comme si elle s'était parlé la semaine dernière. « Nous devons parler. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Jonathan la bouscula et entra dans l'appartement comme s'il était chez lui. Sa mère le suivit, lui offrant un sourire rapide et mal à l'aise. Gladys resta immobile un instant, stupéfaite de leur audace, avant de fermer lentement la porte. Elle ne les invita pas à s'asseoir. Elle ne leur demanda pas comment ils allaient. Elle attendit. Jonathan alla droit au but. « Nous avons entendu parler de ta promotion, dit-il. Alors, tu te débrouilles plutôt bien maintenant. » Gladys hocha lentement la tête, ne sachant pas où cela menait mais se préparant déjà au choc. Kate intervint. « Les jumeaux commencent l'université cet automne, et, eh bien, les choses sont un peu serrées pour nous financièrement. Nous espérions que tu pourrais nous aider. » Silence. Gladys cligna des yeux. Il ne plaisantait pas. Après des années de silence, après l'avoir mise à la porte de leur vie à 16 ans, il se tenait dans son salon pour lui demander de payer pour les enfants même pour lesquels il l'avait mise de côté. Elle sentit une vague d'incrédulité, puis quelque chose de plus froid, de la clarté. Il ne s'agissait pas de renouer les liens. Ce n'étaient pas des excuses. C'était une transaction. Et à leurs yeux, elle avait enfin assez de valeur pour compter à nouveau. Mais ils ne savaient pas qui elle était devenue. Pas encore. Gladys n'avait pas toujours été invisible pour elle. Quand elle était plus jeune, avant que Jonathan n'entre en scène, il n'y avait qu'elle et sa mère. Elle n'avait pas grand-chose, un vieil appartement de 2 chambres au-dessus du garage de ses grands-parents. Mais elles savaient l'une l'autre. Sa mère travaillait comme assistante en physiothérapie tout en finissant ses études, et ses grands-parents aidaient à l'élever pendant que Kate se démenait. Elle se souvenait des nuits tardives avec l'odeur de ramen dans la cuisine et le son de la voix fatiguée de sa mère lui lisant des histoires. Kate avait à peine l'énergie de finir. Ce n'était pas une mère parfaite, mais elle essayait. Gladys y croyait. Puis Jonathan est arrivé. C'était un homme calme, poli, mais distant. Ils s'étaient rencontrés au travail et s'étaient mariés quand Gladys avait environ 11 ans. Au début, il ne semblait pas que grand-chose ait changé. Il ne lui parlait pas beaucoup, et elle ne demandait pas grand-chose en retour. Mais lentement, et elle insistait sur le mot lentement, l'atmosphère à la maison commença à changer. Leur dîner était autrefois bruyant, plein de rires et de petites routines. Sa mère lui demandait des nouvelles de l'école, elle aidait à mettre la table. Cela cessa. Soudain, le dîner tournait autour de Jonathan. Son travail, sa journée, ses histoires. Si Gladys parlait, c'était comme si ses mots flottaient dans une pièce vide. Si elle demandait quelque chose, on lui répondait par un « peut-être plus tard » qui n'arrivait jamais. Et elle remarqua que les yeux de sa mère changeaient. Pas en colère ou cruelle, juste distant. Comme si elle était toujours ailleurs. Comme si Gladys était un bruit de fond. Quand sa mère tomba enceinte des jumeaux, Gladys était en fait excitée. Elle pensait que cela les rapprocherait peut-être. Elle s'imaginait aider avec les couches, leur apprendre à lire, être la grande sœur cool. Elle faisait même du babysitting dans le quartier juste pour s'entraîner. Mais plus le ventre de sa mère grossissait, plus Gladys disparaissait. Kate cessa de lui demander des nouvelles de l'école. Leurs soirées cinéma disparurent. Elle oublia même le 13e anniversaire de Gladys jusqu'au lendemain, quand sa grand-mère le lui rappela. Gladys en rit, disant que ce n'était pas grave.
Mais elle pleura cette nuit-là sous sa couverture, les lumières éteintes. Jonathan ne la détestait pas. Du moins, elle ne le pensait pas. Il ne la voyait tout simplement pas. Et une fois les jumeaux nés, Kate non plus. Tout devint une question de bébé, de tété, d'horaire, de grandes étapes. Gladys comprenait. C'étaient des nourrissons, ils avaient besoin d'attention. Mais ce n'était pas seulement l'attention qui avait changé. C'était l'affection. C'était l'identité. Sa mère devint une nouvelle mère pour une nouvelle famille, et Gladys n'y était pas invitée. Elle essaya de regagner sa place. Elle nettoyait la cuisine sans qu'on le lui demande, ne causait pas de problème, maintenait de bonnes notes. Mais rien ne semblait jamais être remarqué. Elle n'était pas en colère, pas au début. Juste confuse. Et puis engourdie. Avec le recul, elle ne pensait pas avoir arrêté d'essayer parce qu'elle avait abandonné. Elle avait arrêté parce qu'elle avait réalisé qu'elle pouvait verser chaque once d'amour et d'effort dans cette maison, et que cela ne changerait pas le fait qu'elle n'y appartenait plus. Le pire, c'est que sa mère ne remarqua jamais qu'elle s'effaçait. Car à ce moment-là, pour elle, Gladys avait déjà disparu. Le jour où on lui a dit de partir n'a pas été dramatique. Il n'y a pas eu de cris, pas de porte qui claque. Juste une conversation tranquille dans le salon après le dîner. Comme si c'était une soirée comme les autres. Jonathan a fait la plupart de la conversation. Sa mère était assise à côté de lui, les bras étroitement croisés, les yeux fixés sur le sol. Gladys se souvenait de chaque mot. Non pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils étaient si douloureusement calmes. Gladys, commença Jonathan. Les choses sont devenues serrées financièrement. Les jumeaux ont besoin de plus d'espace, plus de temps, plus de tout. Nous avons fait de notre mieux, mais nous devons établir des priorités. Prioriser astérisque. Ce mot se logea dans sa gorge comme une pierre. Puis vint le vrai coup. Il est probablement préférable que tu déménages. Peut-être rester chez tes grands-parents jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle resta simplement assise là, stupéfaite, regardant de Jonathan à sa mère, attendant que Kate dise quelque chose. N'importe quoi. Mais elle ne le fit pas. Elle hocha simplement la tête. Pas de protestation. Pas d'hésitation. Juste un accord silencieux. Elle retourna dans sa chambre et fit un petit sac. Quelques vêtements, son journal, et une photo d'elle et de sa grand-mère quand elle était petite. Elle se souvint d'être restée un instant dans l'embrasure de la porte. Regardant autour d'elle la chambre où elle avait passé toute son enfance. Elle avait déjà l'impression qu'elle ne lui appartenait plus. Elle ne dit même pas au revoir. Elle marcha jusqu'à la maison de ses grands-parents cette nuit-là sous un ciel nuageux, le vent froid sur son visage. Sa grand-mère ouvrit la porte avant même qu'elle n'ait frappé. Elle avait dû la voir venir de la fenêtre. Elle la serra si fort dans ses bras qu'elle faillit la briser. Je savais que ce jour viendrait, murmura sa grand-mère. Son grand-père secoua simplement la tête, faisant les 100 pas dans le couloir avec une fureur silencieuse. Incroyable, marmonnait-il sans cesse. Mettre son propre enfant à la porte. Ils ne posèrent pas beaucoup de questions. Ils lui donnèrent la chambre d'amis, un repas chaud, et la seule chose qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, la sécurité. Mais l'amour, aussi puissant soit-il, ne payait pas les vêtements, les fournitures scolaires, ou les trajets de bus tard le soir pour rentrer du travail. Ses grands-parents étaient à la retraite, vivant avec un revenu fixe. Elle savait qu'ils ne pouvaient pas la soutenir. Alors elle prit un travail dans un café local, travaillant le soir et les week-ends. Ce n'était pas glamour. Remplir les cafetières, essuyer les tables, compter les billets d'1$ froissés pour les pourboires. Mais cela lui donnait juste assez pour continuer. Elle allait toujours à l'école chaque matin en faisant semblant que tout allait bien. Elle ne le dit pas à ses professeurs. Elle ne le dit pas à ses amis. Elle ne voulait pas de pitié. Elle voulait survivre. Et peut-être qu'au fond d'elle, elle espérait toujours que sa mère appellerait. Qu'elle dirait qu'elle avait fait une erreur. Qu'elle lui manquait. Mais les semaines passèrent. Puis les mois. Rien. C'est dans ce silence qu'elle comprit enfin. Sa mère ne lui avait pas seulement demandé de quitter la maison. Elle avait choisi une vie qui ne l'incluait pas. Et Gladys n'avait d'autre choix que d'en construire une sans elle. La première chose qu'elle apprit en étant seule à 16 ans,
c'est que personne ne viendrait la secourir. Personne n'allait s'assurer qu'elle dorme assez avant l'école, ou qu'elle ait un uniforme propre pour le travail. Personne n'allait lui rappeler de manger, de se reposer, ou même de rêver. Tout devint sa responsabilité. Même les choses qu'elle ne savait pas encore gérer. Elle travaillait après l'école et tout le week-end. Raclant juste assez pour le ticket de bus, les cahiers, et un manteau d'hiver d'occasion. Ses notes baissèrent au début. C'était difficile de rester concentré sur l'algèbre quand ses pieds étaient couverts d'ampoules après être resté debout sur un sol de restaurant graisseux jusqu'à minuit. Mais elle continua. Elle n'avait pas d'autre choix. Puis vinrent les candidatures à l'université. Elle veillait tard dans la cuisine de ses grands-parents, penchée sur un ordinateur portable fissuré, remplissant des formulaires et réécrivant des dissertations jusqu'à ce que ses yeux la brûlent. Quand les lettres d'acceptation commencèrent à arriver, elle fut choquée. C'était comme si quelqu'un, quelque part, l'avait vue, vraiment vue, et avait cru en son potentiel. Mais il y avait un hic. L'argent. Même avec des bourses, elle ne pouvait pas payer les frais de scolarité seule. Elle avait besoin d'un cosignataire pour les prêts fédéraux. Cela signifiait une chose. Demander à sa mère. Elle fixa son téléphone pendant des heures, rédigeant et supprimant le message. Finalement, elle opta pour quelque chose de simple. Astérisque salut maman. J'ai été acceptée dans plusieurs écoles. J'essaie d'obtenir une aide financière. Serais-tu d'accord pour cosigner un prêt? Astérisque elle appuya sur envoyer et attendit. Sa mère répondit le lendemain matin. Astérisque désolé, nous économisons pour les jumeaux. Nous ne pouvons pas aider. J'espère que tu comprends. Astérisque pas de félicitations. Pas de questions. Pas même un « bonne chance ». Elle fixa l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent. Elle n'était pas choquée. Mais le rejet la coupa encore plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Elle avait osé espérer. Même après tout. C'est alors que sa tante Jenny intervint. Quand elle lui raconta ce qui s'était passé, Jenny la regarda droit dans les yeux et dit « Tu ne vas pas rater ton avenir parce que certaines personnes ont oublié comment être une famille. Je me porterai garant. » Elle ne lui fit pas la morale. Elle ne lui demanda pas sa moyenne. Elle a juste cru en elle. Et cette croyance, que quelqu'un la voyait comme digne, non par obligation mais par amour, signifiait tout. À partir de ce moment, Gladys travailla comme si sa vie en dépendait. Parce que, à bien des égards, c'était le cas. Elle suivait des cours pendant la journée et travaillait la nuit en faisant de la conception web pour des entreprises locales. Elle apprit à coder par elle-même grâce à YouTube et à des tutoriels tard le soir. Elle dormait rarement. Elle vivait de nouilles au micro-ondes et de café à prix réduit. Mais elle y arrivait. Elle avançait. Et à travers tout cela, anniversaires, vacances, étapes importantes, elle n'entendit rien de sa mère. Parfois, elle apercevait la vie de sa mère sur les réseaux sociaux. Des photos des jumeaux à des foires scientifiques. Des tenues familiales assorties à Disneyland. Elle n'était jamais mentionnée. Pas un tag. Pas un souvenir. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Finalement, elle bloqua le compte de sa mère. Ce n'était pas par colère. C'était de l'autopréservation. Quand la remise des diplômes arriva enfin, elle invita une seule personne, Jenny. Sa tante était assise au premier rang, portant une robe bleu vif et pleurant à chaudes larmes alors qu'elle traversait la scène. Sa mère n'était pas là. Elle n'avait pas mérité ce moment. Mais Jenny, si. Et Gladys n'oublierait jamais qui s'était présenté quand ça comptait. Au moment où elle eut 30 ans, sa vie ne ressemblait en rien à celle d'où elle venait. Elle avait remboursé une partie de ses prêts étudiants, emménagé dans un appartement modeste mais magnifique dans un quartier calme de Minneapolis, et décroché un poste de direction en gestion de la chaîne d'approvisionnement dans une entreprise qui reconnaissait enfin sa valeur. Elle ne publiait pas beaucoup en ligne. Juste assez pour rester en contact avec des cousins éloignés ou d'anciens camarades de classe. Elle gardait son succès discret. Non par honte, mais parce que la paix était devenue plus précieuse pour elle que la reconnaissance. Seule Jenny connaissait toute l'histoire. Elle demandait toujours des nouvelles du travail, de son appartement, du site web qu'elle construisait à côté. Elle était fière d'elle. Et un jour, lors d'une réunion de famille, Jenny laissa échapper l'information. Ce n'était pas intentionnel. Juste un commentaire en passant autour d'une salade de pommes de terre.
Mais quelqu'un le dit à sa mère. 3 jours plus tard, elle était à sa porte avec Jonathan. Elle ne les avait pas vus depuis plus de 15 ans. On frappa fermement, sans excuse. Et quand Gladys ouvrit la porte, ils se tenaient tous les deux là comme s'ils avaient tout à fait le droit d'être sur son paillasson. « Gladys », dit sa mère, souriant comme si rien ne s'était jamais passé. « Nous avons entendu parler de ton nouveau poste. C'est merveilleux. » Gladys ne dit rien. Elle haussa simplement un sourcil. Jonathan intervint, aussi direct que jamais. « Les jumeaux commencent l'université cet automne. Nous avons un petit problème financier. On s'est dit que tu pourrais aider. » Elle cligna des yeux. Aider. Il ne demandait pas. Il s'attendait. Comme si les années de silence, l'abandon, l'effacement complet de sa personne de leur vie n'avaient jamais eu lieu. Comme si elle leur devait quelque chose. Simplement parce qu'elle avait survécu à ce qu'il lui avait fait subir. Gladys prit une lente inspiration. « Pourquoi penseriez-vous que je vous aiderais » demanda-t-elle. Jonathan ricana. « Parce que tu peux te le permettre. Tu n'as pas d'enfant. Tu es célibataire. Tu as plus que ce dont tu as besoin. » Sa mère ajouta, « Ne sois pas dramatique. Nous demandons juste de l'aide. C'est ce que fait la famille. » Gladys la regarda alors, non pas comme la femme qui l'avait élevée, mais comme une étrangère essayant de profiter d'un lien qu'elle avait brisé des années auparavant. « Vous ne m'avez pas aidé quand j'en avais le plus besoin, » dit-elle. « Vous n'avez pas signé ce prêt. Vous n'avez pas appelé. Vous ne vous en souciez pas. J'ai réussi sans vous. Et maintenant vous pensez que je vous dois quelque chose pour avoir été absent ? Tu es égoïste, rétorqua sa mère. Non. Dit-elle, sa voix stable. Je suis honnête. Elle se redressa, les épaules en arrière, le cœur calme. Vous avez fait votre choix quand vous m'avez dit de partir. J'ai fait le mien en ne revenant jamais. Ils partirent sans rien. Non pas parce qu'elle voulait se venger, mais parce qu'elle avait enfin compris. Parfois, dire non est la forme de guérison la plus éloquente. Et elle avait fini de chuchoter. Après leur départ, elle resta longtemps au milieu de son salon, fixant la porte fermée. Il n'y avait pas de triomphe, pas de sentiment de victoire, juste le silence. Un silence propre et indéniable. Elle ne pleura pas. Elle ne douta pas d'elle-même. Elle ne rejoua pas la conversation 100 fois dans sa tête comme elle le faisait après chaque moment douloureux avec eux. Parce que cette fois, elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire. Le lendemain matin, elle écrivit un court email. Il était poli, mesuré, final. Astérisque, je vous souhaite le meilleur, mais je ne suis pas en mesure, émotionnellement ou autrement, de répondre à votre demande. J'espère que vous comprenez. Veuillez ne plus me contacter, astérisque, et sur ce, elle laissa tomber. Pas de publication sur les réseaux sociaux, pas de textos de groupes familiaux, pas de drame. Juste de la distance. Elle n'était plus en colère. Cette partie d'elle s'était éteinte il y a des années. Ce qui restait, c'était la clarté. Et la force tranquille qui vient du fait de survivre à ce que l'on n'était pas censé endurer. Elle choisit de rediriger son énergie. Elle commença à contribuer à un fonds de bourse d'études de son ancien collège communautaire, spécifiquement pour les étudiants de première génération qui n'avaient personne pour se porter garant de leurs rêves. Elle incluait une note avec chaque don, astérisque pour les enfants en qui personne ne croyait, astérisque, elle resta proche de Jenny. Elle l'appelait tous les dimanches, lui apportait des fleurs sans raison, et lui disait souvent qu'elle lui avait sauvé la vie sans même s'en rendre compte. La paix ne vint pas d'un coup. Mais elle vint. Et quant à sa mère, elle cessa de se demander si elle changerait un jour. Parce qu'elle n'avait pas besoin qu'elle le fasse. La femme qu'elle était devenue n'avait rien à voir avec la femme qu'était sa mère. Elle avait cessé de courir après les excuses. Elle avait cessé d'avoir besoin de son approbation. Et ce faisant, elle avait reconquis quelque chose de bien plus précieux que sa validation. Sa propre voix. Et elle n'allait pas l'abandonner à nouveau. Parfois, les gens lui demandaient si elle regrettait d'avoir coupé les ponts avec sa mère. Ils lui demandaient si elle se sentait coupable, si elle se demandait parfois ce que devenaient les jumeaux, si elle pensait les recontacter un jour. Et sa réponse était toujours la même. Elle ne portait pas de culpabilité pour avoir fait respecter ses limites. Elle portait la paix. La vérité, c'est que tous ceux qui vous donnent la vie ne savent pas comment vous aimer.
Et tous ceux qui vous appellent, famille, ne méritent pas une place dans votre avenir. C'était quelque chose qu'elle avait dû apprendre à la dure. À travers des chaises vides lors des remises de diplômes, des messages sans réponse et des anniversaires passés seuls. Mais elle apprit aussi que l'amour ne vient pas toujours d'où on l'attend. Parfois, il vient d'une tante qui signe votre prêt sans hésitation. D'une grand-mère qui laisse toujours la lumière du porche allumée. D'étrangers qui deviennent des mentors. D'amis qui deviennent une